Aujourd'hui, on sauve la démographie à coups de taxes, les tensions géopolitiques à coups de communiqués et son moral à coups de Mario Kart. Allez, on va voir tout ça maintenant. Nous sommes le 9 janvier 2026 et aujourd'hui dans votre rendez-vous, on va passer en revue les événements de ces 2 derniers jours. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actu de Japanorama. Allez, la suite tout de suite. Le Japon fait aujourd'hui face à un sérieux coup d'arrêt dans sa stratégie de relance nucléaire. L'autorité de régulation nucléaire a annoncé l'abandon de la procédure de contrôle de sûreté concernant 2 réacteurs de la centrale de Hamaoka, exploitée par Chubu Electric Power. Après la découverte de données sismiques falsifiées, ces réacteurs, le numéro 3 et 4, faisaient l'objet d'un examen depuis près d'une décennie en vue d'un éventuel redémarrage. La centrale est située dans une zone particulièrement sensible, à proximité de la fosse de Nankai, une région connue pour son risque élevé de mégaséismes, susceptible de provoquer des tsunamis dévastateurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que la centrale avait été arrêtée après la catastrophe de Fukushima en 2011. Selon le régulateur, des données relatives aux risques sismiques ont été volontairement modifiées par l'opérateur afin de minimiser l'impact potentiel de futurs tremblements de terre. L'affaire a été révélée après un signalement interne, ce qui a conduit à une enquête officielle dès février dernier. En décembre, l'entreprise a reconnu les faits, provoquant une onde de choc dans un pays où la confiance du public envers le nucléaire reste extrêmement fragile. Ce scandale intervient à un moment délicat pour le gouvernement japonais, face à la flambée des prix de l'énergie, à la dépendance aux importations et aux objectifs climatiques. Tokyo cherche à réintégrer progressivement le nucléaire dans son mix énergétique. Pourtant, 15 ans après Fukushima, l'opinion publique reste profondément divisée et chaque incident ravive les peurs liées à la sécurité. Aujourd'hui, seuls 13 réacteurs sur 57 sont en fonctionnement. L'abandon du dossier Hamaoka signifie non seulement un retour à la case départ pour cette centrale, mais aussi un signal inquiétant pour l'ensemble du secteur. Pour les autorités, l'enjeu est clair. Sans transparence et sans rigueur absolue, aucune relance du nucléaire ne pourra être acceptée par la population. Au Japon, une nouvelle forme de criminalité inquiète de plus en plus les autorités. Les Yami-Baito, littéralement petits boulots de l'ombre. Alors c'est quoi ? Derrière ces annonces alléchantes diffusées sur les réseaux sociaux se cachent des réseaux criminels organisés, spécialisés dans l'escroquerie, notamment envers les personnes âgées. Ces offres promettent des revenus rapides pour des missions prétendument simples. Livraison, transport d'objets, démarches administratives. Mais en réalité, les recrues servent souvent d'intermédiaires dans des arnaques bancaires sophistiquées. Un ancien participant raconte comment il se faisait passer pour un employé de banque afin de récupérer cartes et codes auprès de personnes âgées, avant de vider leur compte. Ce système repose sur une organisation très cloisonnée. Les exécutants ne rencontrent jamais les cerveaux du réseau. Les instructions transitent via des messageries chiffrées, comme Telegram, et l'argent est déposé dans des lieux publics pour éviter toute traçabilité. Les recrues touchent une commission, souvent autour de 10%, sans toujours mesurer la gravité de leurs actes. Le phénomène a explosé ces dernières années. En août et novembre 2025, la police japonaise a identifié 18 500 annonces illégales, un chiffre en forte hausse. Plus alarmant encore, plus de la moitié des personnes arrêtées ont moins de 30 ans, parfois sans antécédents judiciaires. Le profil des recrues s'est élargi. Jeunes en difficulté financière, étudiants, travailleurs précaires. Les conséquences sont lourdes. Beaucoup de ces jeunes se retrouvent condamnés, parfois à la prison ferme, et deviennent interdits bancaires à vie. Un véritable handicap dans une société japonaise largement fondée sur les services financiers numériques. Cette situation complique fortement leur réinsertion et crée un cercle vicieux, les poussant parfois à replonger dans l'illégalité. Face à cela, les autorités innovent. La police utilise désormais l'intelligence artificielle pour repérer les annonces suspectes et des programmes de prévention voient le jour, notamment dans les collèges et lycées. Certains éducateurs utilisent même des jeux vidéo pédagogiques pour sensibiliser les jeunes aux dangers de ces faux emplois. Dans un pays où près de 37 millions de personnes ont plus de 65 ans, les personnes âgées restent une cible privilégiée. Le phénomène des Yami-Baito met en lumière un double défi pour le Japon, protéger ses aînés et offrir des perspectives économiques solides à sa jeunesse. En bref, la tension monte entre Pékin et Tokyo, et cette fois-ci, la Chine a choisi une arme bien précise, le commerce. Pékin annonce de nouvelles restrictions sur les exportations vers le Japon, des biens dits à double usage, civils mais aussi potentiellement militaires.
Traduction, tout ce qui peut renforcer l'industrie stratégique ou la défense japonaise. Aucune liste officielle, mais on parle de biotechnologie, d'aérospatiale, de télécom ou de composants sensibles. Bref, le cœur de l'économie technologique moderne. Alors pourquoi maintenant ? Parce que le Japon a changé de ton. Depuis son arrivée au pouvoir, la première ministre, Sanae Takaichi, affirme une ligne beaucoup plus ferme face à la Chine et surtout elle a osé évoquer l'impensable, une possible intervention japonaise si Taïwan était attaqué. Alors pour Pékin, c'est une ligne rouge. Taïwan est considéré comme une affaire intérieure chinoise et toute allusion militaire étrangère est perçue comme une provocation directe. Résultat, escalade rapide, radar chinois braqué sur des avions japonais en décembre, manœuvre militaire massive autour de Taïwan et maintenant, pression économique, même le tourisme est touché. La Chine déconseille à ses citoyens de voyager au Japon, une décision qui pèse lourd financièrement pour l'archipel. Ce qu'on voit se dessiner, c'est une confrontation à plusieurs niveaux, diplomatique, militaire et économique. Un bras de fer au goût de guerre froide asiatique, version 21e siècle. Autre champ de bataille stratégique, les terres rares. Et là aussi, le Japon passe à l'offensive. Ce mois-ci, Tokyo lance une opération inédite, extraire des terres rares à 6000 mètres de profondeur, direction le Pacifique, près de l'île de Minamitori, à 2000 km de Tokyo. Alors pourquoi c'est crucial ? Parce que sans terres rares, pas de voiture électrique, pas de smartphone, pas d'éoliennes, et pas mal d'équipements militaires non plus. Aujourd'hui, la Chine domine outrageusement le secteur, 70% de la production mondiale et 90% du raffinage, autrement dit un levier de pression colossal. Le Japon veut s'en libérer. Et dès le 11 janvier, le navire scientifique Shikyu part tester des systèmes capables de récupérer des sédiments riches en terres rares, tout en surveillant l'impact écologique. Si les tests sont concluants, un projet industriel à grande échelle est prévu pour 2027. Objectif annoncé, 350 tonnes de sédiments par jour. Et autre argument avancé par Tokyo, ces gisements sous-marins ne contiendraient pas de substances radioactives, contrairement aux mines terrestres classiques. Un point important, mais qui n'efface pas les inquiétudes environnementales. Le Japon n'est pas seul, les États-Unis sont dans la boucle et le G7 prépare une coordination avec des pays riches en ressources comme l'Australie ou le Chili. Les terres rares ne sont plus un sujet technique, ce sont des armes géopolitiques. Voilà une affaire qui fait bien parler. Le Japon adore ses touristes, mais parfois un peu trop. Le pays bat des records de fréquentation et dans certaines zones, la question devient sensible. Qui doit payer le prix de ce succès ? Quand les touristes achètent du bœuf wagyu hors de prix, tout va bien. Mais quand un bol de ramen commence à augmenter, alors là, ça coince. À Osaka, un restaurant fait parler de lui. Menu en japonais, prix normaux. Menu en anglais, prix presque doublé. Même plat, même bol, même cuisine. Mais pas le même tarif. Officiellement, ce n'est pas une discrimination. Officieusement, le débat est lancé. Faut-il faire payer plus cher les touristes pour préserver le pouvoir d'achat des résidents ? Cette question dépasse la restauration, il touche au modèle japonais. C'est une affaire qui a beaucoup fait parler au Japon, surtout parce qu'elle concerne un visage très connu du grand public. L'actrice Ryoko Hirosue est une figure emblématique des années 90 au Japon. Actrice populaire pour ses rôles dans des films comme Himitsu ou Departure, mais surtout connue en France pour son rôle dans le film Wasabi, où elle partage l'écran avec Jean Reno. Elle a été condamnée cette semaine à une amende de 700 000 yens, soit un peu plus de 4 300 € pour conduite négligente ayant entraîné des blessures. Alors les faits remontent en avril dernier sur l'autoroute Shintomei dans le centre du Japon. Selon l'acte d'accusation, l'actrice roulait à environ 185 km/h lorsqu'elle a percuté l'arrière d'un camion remorque. Un passager masculin présent dans son véhicule a été blessé et souffre d'une fracture. La décision a été rendue par le tribunal sommaire de Kakegawa, dans la préfecture de Shizuoka. Il s'agit d'une procédure simplifiée, sans procès public, qui permet au procureur de requérir directement une amende par écrit. Point important, les procureurs ont abandonné les poursuites concernant une autre accusation très médiatisée. Après l'accident, Ryoko avait été hospitalisée puis arrêtée brièvement pour avoir agressé une infirmière qu'elle aurait frappée à coups de pied. Cette partie du dossier n'a finalement pas été retenue. Cette affaire marque donc un épisode délicat dans la carrière d'une actrice longtemps associée à une image populaire et positive, et relance le débat au Japon sur la responsabilité des célébrités face à la loi, surtout quand la vitesse dépasse largement les limites. Le Japon a lancé un nouveau dispositif pour encourager les naissances, mais il passe très mal. Il ajoute un supplément aux primes d'assurance santé pour financer des aides aux parents. En pratique, les ménages sans enfants paient pour ceux qui en ont, ce qui a valu au système le surnom viral de Bachelor Tax. Résultat,
La colère monte sur les réseaux sociaux. Beaucoup dénoncent une charge supplémentaire alors que les jeunes peinent déjà avec des salaires stagnants et des coûts de la vie élevés. Même des personnalités politiques critiquent cette mesure, jugeant que l'argent public pourrait être mieux utilisé. Le vrai problème, ce n'est pas juste une question de taxes. Les Japonais restent réticents à avoir des enfants à cause de la pression sociale, la charge pour les femmes et le manque de liberté. Tant que ces facteurs culturels ne sont pas traités, le pays pourrait bien continuer à voir sa population décliner. On passe à la culture. Le studio Grasshopper dévoile de nouveaux éléments sur Romeo is Dead, le prochain jeu de Goichi Suda, alias Suda51. Le scénario, volontairement excessif, suit un shérif transformé en super-héros après une attaque démoniaque. Des clips de gameplay mettent en avant un arsenal varié et un style visuel toujours aussi déjanté, confirmant le retour d'un auteur culte après plusieurs années d'absence. Il nous tente de poser la main sur cet ovni. Allez, il est né dans les années 90, il bipait, il faisait caca et si tu l'oubliais, il mourait. Le Tamagotchi fête ses 30 ans et contre toute attente, il n'a jamais été aussi vivant. Plus de 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis sa création. Un chiffre colossal pour un petit œuf en plastique qui réclame de l'attention comme un bébé sous caféine. À Tokyo, Bandai Namco célèbre l'événement avec une exposition anniversaire. On y voit toute l'évolution du Tamagotchi, du petit écran noir et blanc ultra pixelisé au modèle couleur, connecté au Wi-Fi, presque plus intelligent que nous. À l'origine, Tamagotchi, c'est un mot valise japonais. Tamago, l'œuf et watch, la montre. Un animal de compagnie à surveiller en permanence. Et surprise, ce ne sont pas seulement les trentenaires nostalgiques qui craquent, la Gen Z s'empare aussi. Accroché au sac, aux clés, à la ceinture, le Tamagotchi est devenu un accessoire de mode. Résultat, les ventes de produits dérivés ont été multipliées par 7 en 5 ans. Le Tamagotchi, c'est aussi une leçon de vie. Il faut le nourrir, le soigner, nettoyer derrière lui. Et si tu l'ignores trop longtemps, il meurt. Bienvenue dans la parentalité version pixel. Preuve de son statut culte, le Tamagotchi figure désormais dans le top 100 des jouets les plus importants de l'histoire, aux côtés des Lego et du Rubik's Cube. Au Japon, presque un Tamagotchi sur 2 s'est vendu localement, mais il séduit aussi les parents d'aujourd'hui. 30 ans plus tard, le Tamagotchi n'est pas juste un jouet, c'est un pont entre générations, un objet rétro devenu cool, et la preuve qu'on peut encore s'attacher à un œuf qui bip. C'est vendredi, et qui dit vendredi dit vente. Chiffres, famille sous à la main, pour voir qui domine, qui cartonne et qui fait semblant d'exister, pour la période du 22 au 28 décembre. Et autant dire tout de suite, Nintendo a passé une très très bonne semaine. Allez, côté console, la Switch 2 explose littéralement les compteurs avec 200 000 consoles vendues en une seule semaine. On est clairement sur une machine qui s'installe à très grande vitesse. Derrière, on retrouve la Switch OLED avec 14 000 unités, ensuite la PS5 Digital Edition avec 13 600 unités. La quatrième place revient à la Switch Lite avec 11 800 unités. Et encore une console Nintendo pour la cinquième place avec la Switch modèle standard avec 7 000 unités. La PS5 classique reste plus discrète avec 4 000 ventes. Et la PS5 Pro ferme la marche côté Sony avec 1 650 unités. Et puis vient Microsoft. C'est toujours extrêmement compliqué au Japon. Xbox Série X Digital, 209 ventes. Série S, 71. Série X, 17 consoles. Et la PS4, elle fait encore 14 ventes. Alors oui, 14. Côté jeu, en tête cette semaine, Mario Kart World sur Switch 2 avec 94 600 ventes sur la semaine pour un total cumulé de 2 660 000 exemplaires. Un rouleau compresseur. Juste derrière, Pokémon Legend ZA sur Switch avec 59 400 ventes pour un total de 1 530 000 unités. La version Switch 2 du même jeu arrive 4e avec 46 800 ventes et déjà 1 400 000 exemplaires cumulés. À noter aussi Kirby Air Rider sur Switch 2 qui se place en 3e place, donc entre les Pokémon, avec 47 800 ventes pour un total de 424 800 ventes. Puis Momotaro Detetsu 2 sur Switch avec 32 650 ventes, sa version Switch 2 juste derrière avec 30 150 ventes, suivi de Donkey Kong Bonanza avec 15 258 ventes et Minecraft continue sa vie tranquille avec 14 985 ventes et plus de 4,1 millions au total. Animal Crossing New Horizons est toujours là avec 13 850 ventes pour un cumul hallucinant de 8,3 millions. Bref,
Entre la Switch 2 qui s'impose et les licences Nintendo qui refusent de mourir, la hiérarchie est très claire cette semaine au Japon. Nintendo est premier, deuxième, troisième et les autres font de leur mieux. Et voilà qui conclut notre actu pour ce vendredi 9 janvier 2026. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce podcast. Et n'oubliez pas, on se retrouve tous les lundis, mercredis et vendredis. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, retrouvez-nous sur YouTube, Apple Podcasts et Spotify et Deezer, ainsi que sur nos réseaux sociaux X, Blue Sky et Instagram. Et surtout, si le podcast vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire et parlez-en autour de vous, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à faire vivre notre aventure. Arigatou gozaimasu et encore merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.